Bon, ce mois de juillet 2014 restera dans les annales comme celui d'un mois où la planète entière, et notre peuple en particulier, aura pu assister, et assister en direct quasiment, à un crime contre l'humanité se dérouler sous nos yeux. Crime de guerre, crime contre l'humanité, le plus haut crime que puisse connaître l'humanité en termes de terribles situations. Je suis un peu ému, vous m'excuserez. Gaza. Un petit mot pour présenter Gaza. Gaza, c'est une petite bande de terre qui, depuis 7 ans, connaît un blocus total, coupé du monde extérieur, qui n'a pas de relation ni avec l'Égypte au sud, ni avec Israël au nord. Gaza, c'est un territoire qui est 20 fois moins grand que l'île de Corse. 20 fois moins grand. Et c'est aussi une bande de terre où il y a 6 fois plus d'habitants qu'en Corse. C'est l'endroit du monde le plus surpeuplé au kilomètre carré. Voilà Gaza. Tout a commencé, vous vous en souvenez, par l'enlèvement en début juin de 3 jeunes Israéliens. Aussitôt, l'armée israélienne a entrepris un ratissage systématique de toutes les villes palestiniennes en arrêtant des centaines et des centaines de personnes, de Palestiniens, en particulier en mettant la main sur celles et ceux qui avaient été libérés au moment de l'échange entre Gilad Shalit et 1027 prisonniers palestiniens. Ils les ont remis en prison. Et ils tapaient principalement auprès de ces libérés. On a retrouvé les cadavres de ces jeunes, et aussitôt Netanyahou a déclaré que le responsable, c'était le Hamas. On observera qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, nous n'avons toujours pas la moindre preuve, le moindre témoignage précis de qui a fait ce coup détestable contre ces 3 jeunes. On ne sait pas. Il faut croire, Netanyahou, c'est le Hamas. S'en est suivi, vous l'avez vu, entendu, une violence absolue en direction des Palestiniens, une hargne totale, un racisme sans borne, allant même jusqu'à aller brûler vif un jeune Palestinien en lui faisant absorber de l'essence et en le brûlant. Et dans la tradition musulmane, vous savez qu'on enterre le lendemain. Là, les Israéliens ont gardé le corps, ont refusé de le rendre à la famille pendant plusieurs jours. Et tout ça s'est développé jusqu'à ce que Israël décide de frapper la bande de Gaza, Hamas, dans un torrent de fer et d'acier. Donc on n'entend que quelques bribes ici. Et sur les réseaux sociaux, par contre, on voit des choses effectivement très effroyables de ce qui se passe. Récemment, on a dit que le Hamas avait refusé une trêve, et pour toujours se donner le bon rôle, Netanyahou a décidé, à partir de ce fait, pour lui établi,
et repris dans les médias français, d'aller plus loin et a menacé d'une intervention terrestre. Il faut savoir, là c'est un point d'éclaircissement tout de suite que je veux donner, que le Hamas n'a jamais été parti d'une discussion, de la moindre discussion sur une trêve. Cette trêve, entre guillemets, a été négociée entre Israël et le gouvernement égyptien, lequel, vous le savez, est parfaitement hostile, totalement hostile au Hamas. Et donc on a dit, il y a une trêve de signer. On n'a pas précisé, signer entre Israël et les Égyptiens. Il est évident qu'une trêve où la partie principale de la confrontation n'est pas présente ne risque pas de pouvoir aboutir. Néanmoins, pour les médias, c'était le Hamas refuse la trêve. Et donc c'est monté de manière assez forte l'idée qu'il fallait continuer. Et les bombardements, les roquettes, pardon, du Hamas, qui n'ont touché personne compte tenu, et quoi qu'on pense, compte tenu du système sophistiqué de défense israélien qui s'appelle Dôme de fer, toutes les roquettes ont été stoppées, à part une qui a touché quelqu'un. On a attendu le jour où un avion de Malaisie, de la Malaysia Airlines, touché visiblement par, en tout cas, un missile, qui a mobilisé absolument l'opinion publique, enfin en tout cas les dirigeants occidentaux. C'est ce jour-là même où tout le monde regardait en Ukraine que Netanyahou est entré à Gaza. De manière terrestre, cette fois-ci. Et depuis, les choses se passent dans un bilan effroyable. J'ai eu tout à l'heure un ami à moi qui habite à Gaza, au téléphone. Il est responsable du département français de l'université Al-Quds à Gaza. J'entendais le bruit des missiles tomber à côté de lui. J'entendais le bruit des missiles tomber à côté de lui. Ils n'ont plus que 3 heures d'électricité par jour. Il me disait que, donc c'était il y a 1 heure, ils en étaient à 640 morts. 640 morts. Ça s'ajoute des chiffres effroyables. Plus de 3700 blessés. 11 000 maisons détruites. Près de 3000 raids israéliens. 10 000 sans-abri. 75 mosquées détruites. Et dans tous ces morts, tous ces blessés, la très grande majorité, ce sont des femmes, des enfants ou des personnes âgées. Évidemment des terroristes. Hier soir encore, pas loin de Jérusalem, un checkpoint, un jeune en voiture a repris 3 balles dans la tête par les colons, tiré par des colons israéliens. C'était à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y a un climat absolument effroyable à l'endroit des Palestiniens. J'arrête là pour aller sur 2 ou 3 questions maintenant qui m'apparaissent importantes. La première, c'est pour essayer de répondre à la question, mais pourquoi? Pourquoi ça? La deuxième, ce sera pour parler peut-être, et à coup sûr, de l'attitude des autorités françaises, et enfin, peut-être terminer par qu'est-ce qu'on peut faire. Donc le pourquoi m'apparaît essentiel parce que il est une des clés pour comprendre et répondre à la question qui suit, le positionnement du gouvernement français, et aussi qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut savoir que cette opération est complètement disproportionnée, chacun le comprendra bien, avec la mort atroce de ces 3 jeunes israéliens. Il n'y a pas de relation possible entre ce qui se passe et la mort de 3 jeunes israéliens. On le comprendra bien. On n'est pas dans les mêmes
chiffres, dans les mêmes rapports, on comprend bien qu'il y a autre chose qui se passe. Et il se passe deux choses qui rejoignent une troisième de fond. C'est que, après des mois et des mois de négociations, 9 mois exactement, entre les Israéliens et les Palestiniens, négociations qui ont débouché sur rien, ou plus exactement sur du pire, puisque pendant ce temps-là, Netanyahou a continué à poursuivre la colonisation en donnant des ordres de construction, notamment à Jérusalem-Est. Il en est résulté une sorte d'agacement, on va dire, de la communauté internationale, plus ou moins importante, en tout cas, qui a abouti à un isolement accru de l'État israélien sur la scène internationale. C'est à ce moment-là qu'on a vu, par exemple, l'Union européenne prendre des mesures contre les colonies israéliennes en termes économiques. Chose nouvelle, pour prendre un exemple. Et d'autres encore existent, notamment par exemple aux États-Unis, où l'Église presbytérienne a décidé de rompre toutes ses relations avec les institutions israéliennes. Ça, c'est dans un autre monde, dans un autre temps, mais c'est considérable. Bref, un isolement, tout ça pour dire qu'un isolement était important. Et évidemment, pour un pays, c'est toujours un problème que d'être isolé, on comprend facilement. Mais il y a une deuxième raison qui était plus importante et qui aboutira à la troisième remarque sur le fond de l'affaire. C'est que, il y a quelque temps, juste avant tous ces événements, et enfin, les Palestiniens avaient réussi à s'unir, je veux dire, OLP et Hamas, et à former ensemble et à soutenir ensemble un gouvernement d'union nationale. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire, que nous appelions de nos voeux depuis bien longtemps, mais qui nous échappe naturellement la capacité d'agir sur ce point. Mais ça, cette union entre Palestiniens, sur des bases claires, était pour Israël comme quelque chose de plus qu'inacceptable, parce que les dirigeants israéliens, ont déclaré de manière tout à fait officielle et récurrente que la plus grande victoire stratégique qu'ils avaient remportée sur les Palestiniens, c'était leur division durable. Victoire stratégique. Et cette victoire stratégique venait brutalement de tomber. Non seulement de tomber, mais le gouvernement d'union nationale était soutenu par l'Union européenne et par les États-Unis, ceci pour la première fois. Et ça, c'est pas tolérable du tout pour qui ne veut pas la paix. Car c'est ça le fond de l'affaire, le fond de l'affaire, c'est le nœud, la question centrale. C'est qu'on voit bien, depuis les accords d'Oslo de 1993, les Palestiniens, plus que quiconque, aspirent à la paix. Ils ont négocié avec tous les gouvernements israéliens qui se sont succédés depuis les accords d'Oslo. Tous, ils ont négocié. On leur a dit de négocier. Ils ont négocié. Et la situation n'a fait que s'empirer. Non seulement que de s'empirer, mais également la situation politique, où le jeu politique a vu une force émerger, qui a été créée au départ initialement par Israël, le Hamas, qui a fait fortune, en quelque sorte, des incapacités ou des impasses stratégiques de l'OLP. Puisqu'en 1993, on signe la paix, dans 5 ans, on doit avoir un État, rien de tout ça se passe, les prisonniers doivent être libérés, ils sont encore en tôle, rien de tout ça ne se passe, et s'ajouter en plus des problèmes de corruption incontestables. Et donc est monté, à partir de là, l'autre mouvement. Et ça, évidemment, vous comprenez bien que si c'est un élément majeur pour faire en sorte que jamais la paix n'arrive, puisque vous avez une situation de division où vous ne pouvez pas créer un assentiment de la population palestinienne pour adhérer même à un éventuel accord de paix qui n'a jamais vu le jour.
Mais même, rien que ça, vous le comprenez. Il faut un assentiment général pour aboutir du côté palestinien. C'est bien clair. Or, même l'accord n'est pas sur la table. Non seulement il n'est pas sur la table, mais les choses se sont aggravées. Néanmoins, on était sur un enclenchement d'un processus. Car les Israéliens refusent, le disent à haute voix, toute la communauté internationale le sait, nous ne voulons pas d'État palestinien à nos côtés. Point. Nous n'en voulons pas. Et donc on colonise Jérusalem-Est, Jérusalem étant annexée depuis 1967, on colonise la Cisjordanie, qui ressemble à un gruyère avec des trous où les villages ne communiquent pas entre eux, pour ceux qui y sont allés. Ils le savent. Et après, on entreprend des négociations en laissant en tête à tête ces deux parties dans un déséquilibre de force total, où l'un possède l'arme atomique et l'autre une pierre. Et celui qui a la bombe atomique dit: moi, ce qui est à moi, inclus ce que je t'ai pris. Et ce qui est à toi, ça se discute. Donc une impossibilité fondamentale, puisqu'on ne veut pas, ils ne veulent pas d'un État palestinien à leur côté. Ils veulent accaparer la totalité, en tout cas l'essentiel, selon les thèses. Lieberman est pour tout prendre, même jusqu'à aller à Amman, en Jordanie, mais enfin bon, je mets de côté les variables ou les variantes de cette démarche. En tout cas, ils ne veulent pas, et c'est ça le fond de l'affaire. Et donc créer une situation où, pour l'opinion internationale, celui qui ne veut pas n'est plus l'Israélien, mais l'autre côté, puisqu'il n'est pas présentable. Il n'est plus présentable. On cherche à le rendre imprésentable, infréquentable. Voilà donc le fond de l'affaire du fond de l'affaire. Il y a le gouvernement d'union nationale qui a été un déclencheur terrible pour les Israéliens, et ça rejoint la question de la paix, c'est que ça permettait d'enclencher un processus utile du côté palestinien, lequel était complètement contradictoire avec les intentions et les volontés israéliennes adverses. D'où la situation dans laquelle nous sommes. On ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui si on la ramène uniquement à cette effroyable affaire des 3 enfants capturés et tués, parce que sinon, ça serait de l'ordre de la folie. Ce n'est pas de la folie. C'est un plan très délibéré, très concerté, très déterminé, qui est suivi par Netanyahou. Il le suit d'autant plus, et ça j'en viens au 3e point que je voulais évoquer, c'est que la communauté internationale, comme on dit, mais je vais parler surtout de la France, qui est quand même membre permanent du Conseil de sécurité, a d'emblée soutenu Netanyahou. Coup de fil de Hollande public, lui disant: tu as le feu vert pour faire, tu as le droit de te défendre. Autrement dit, on dit à une force occupante, parce que ça s'appelle comme ça, Israël, tu as le droit non seulement d'occuper, mais de tirer comme tu veux sur ceux qui résistent à ton occupation. Je ne sais pas si vous voyez. C'est considérable. Jamais on n'avait vu ça dans l'histoire de France. L'histoire récente, en tout cas. On n'avait jamais vu ça depuis De Gaulle en passant par Mitterrand. Quelqu'un osait dire une chose pareille. Après, s'en est suivi des appels à la retenue. Alors, évidemment, vous imaginez la retenue, quoi. C'est pas 600 morts qu'il faut faire, c'est 300, je veux dire. Et maintenant, hier, c'est l'exigence d'un cessez-le-feu. Mais sa parole ne porte plus, puisqu'il a allumé la mèche et fait exploser la bombe qui a conduit à la situation actuelle, pour autant qu'il soit sincère. Et il n'est pas sincère. Et donc on a une situation où notre pays, et d'autres pays à travers la planète, ont donné un signal vert à Netanyahou pour enclencher cette opération, ce qui nous permet de dire qu'à coup sûr, ces gens-là, ces dirigeants-là, ne veulent pas de la paix, ne veulent pas de 2 États, ne veulent pas
d'un État palestinien dans les frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale. Ils ne veulent pas. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est un point noir qui s'est maintenant mis sur le front de Hollande et qu'il portera à jamais. Jamais en France, nous n'avions vu pareille situation. Et non seulement, mais voilà maintenant que nous sommes le seul pays au monde où on interdit des manifestations. Alors nous sommes une exception mondiale, exécrable pour le coup, nous qui portions les valeurs universelles, paraît-il, nous qui étions le pays des Lumières, semble-t-il, nous sommes porteurs de deux exceptions. Nous sommes le seul pays au monde où un citoyen qui appelle à boycotter les produits en provenance d'Israël ou des colonies israéliennes peut voir tomber sur lui les foudres de la justice à cause d'une circulaire qui n'a pas été abrogée de Mme Alliot-Marie. Vous vous rendez compte? Le seul au monde, même en Israël, ça n'existe pas. Parce qu'en Israël, il y a un camp pacifiste, notamment le Parti communiste très courageux israélien, qui boycotte les produits des colonies. Ils n'ont pas boycotté les produits israéliens, naturellement. Même eux, il n'y a pas. Il n'y a même pas là-bas. Il n'y a qu'en France. Et deuxième exception, c'est l'interdiction de manifestations à propos de ce sujet. Alors je vais dire un petit mot sur ces manifestations parce que ça me permettra de parler de ce qui semble dominer la scène médiatique nationale aujourd'hui, à savoir l'antisémitisme. Ces manifestations ont été interdites, il y en a eu 2 ou 3 d'interdites, au titre qu'elles avaient dégénéré et que des slogans ou des actes s'étaient produits à l'endroit de la communauté juive française ou à l'endroit de juifs français. Et effectivement, sous réserve d'une enquête qu'a demandé les députés de Front de Gauche à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut voir clair, les éléments que je possède tendent à prouver que ce soit un peu plus compliqué que ça, qu'une organisation qu'on appelle la Ligue de défense juive, laquelle est interdite aux États-Unis et interdite en Israël du fait de son extrémisme, je ne sais pas si vous voyez, extrémisme en Israël, ça veut dire beaucoup de choses, et acceptée en France, et largement contribué à créer une situation de provocation dans laquelle des personnes sont tombées. Et évidemment, quand il y a une provocation, personne n'est obligé de tomber dedans. Naturellement. Et à partir de là, effectivement, des choses se sont produites. Et on ne peut que condamner tout acte, toute parole, quoi que ce soit, qui soit antisémite. C'est évident. Surtout nous, mais pas que nous. Je veux dire, tous les hommes et les femmes de progrès ne peuvent pas accepter le moindre racisme, le moindre antisémitisme dans la société. Pour des raisons éthiques fondamentales. Mais pour ce qui concerne le sujet dont on parle ce soir, à ces raisons éthiques fondamentales qui font que nous ne pouvons pas accepter l'antisémitisme, s'en ajoute une autre, politique, extrêmement forte. C'est qui veut tuer le juste combat du peuple palestinien l'assimile à l'antisémitisme. Vous comprenez? Et depuis, ça tourne en boucle. On veut éviter l'affrontement entre les communautés. Mais ce n'est pas une guerre de religion qui se passe là-bas. C'est un pays qui occupe illégalement des terres et une population. Il y a là quelque chose de terrible qui s'est mis en place. C'est-à-dire que, à la faveur de ces événements que nous ne pouvons que condamner, sous réserve encore d'une fois de les examiner de près, d'ailleurs nous allons lancer
d'ici peu un appel à témoins, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qui s'est passé, c'est clair, pour voir la réalité des choses. Mais en tout cas, il y a eu des choses qui se sont produites, qui sont donc absolument condamnables, mais encore une fois, j'insiste sur ce point, c'est que nous ne pouvons pas accepter l'antisémitisme pour des raisons fondamentales, consubstantielles, mais aussi pour des raisons politiques. Je le redis une fois de plus. Qui veut tuer le juste combat, les justes revendications, les justes droits du peuple palestinien, fera tout pour l'assimiler à l'antisémitisme. Et là, c'est fini. Autrement dit, c'est le plus grand des poignards et le plus aigu des poignards qu'on peut planter dans le dos du peuple palestinien. C'est pourquoi nous sommes absolument opposés et radicalement opposés à tout ce qui peut se passer à ce niveau. C'est clair, net et précis. On ne peut pas accepter cela et on ne peut pas non plus favoriser qu'à la faveur de ce qui se passe sur place, la question de l'antisémitisme domine la scène nationale au détriment de la position des uns et des autres et au détriment de ce qui se passe sur place. Quand vous entendez le président du CRIF dire qu'on a évité un pogrom, que c'est la nuit de cristal, vous comprenez que ce n'est pas possible. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de dire, de recevoir les communautés religieuses à l'Élysée en disant en quelque sorte, il y a une bonne communauté, il y a des méchants. Il y a des méchants. Et qui c'est les méchants? Ce sont les musulmans. C'est ça les communautés. Donc il faut briser à tout prix cette vision qu'on essaye de nous imposer pour précisément évacuer les responsabilités, oublier le problème palestinien et de faire de cette question un problème franco-français qui n'est strictement pas un problème franco-français. Vouloir importer le conflit israélo-palestinien comme ils le disent, c'est précisément de vouloir transformer ce conflit en un problème de guerre de religion, et donc où les communautés françaises seraient concernées au même titre que ce qui se passe sur place. Or, il ne se passe pas ça sur place. Les Palestiniens ne luttent pas contre les Juifs. Ils luttent contre l'occupant israélien. C'est tout différent. Tout différent. Et leur combat est celui-là. Et nous soutenons ce combat-là. C'est curieux d'ailleurs, parce que moi qui y vais pas mal de temps sur place, même maintenant si je suis un peu interdit d'accès, parce que j'ai eu la mauvaise idée d'aller sur un bateau à Gaza. Ouais, j'ai tenté d'aller à Gaza sur un bateau, on m'a attrapé avant. Et donc j'ai pas le droit d'y aller. Je suis un small criminal, but a criminal. Ils m'ont dit ça. Vous êtes un petit criminel, mais vous êtes quand même un criminel. Bon. Enfin bon, quand on y va là-bas, quiconque y va le confirmera, il n'y a pas de haine chez les Palestiniens, aussi paradoxal ça puisse paraître. Pourtant, il y a quelques raisons de l'avoir. Hein. Il y a quelques raisons de l'avoir. Il n'y a pas de haine. Vous savez, quand Salah Hamouri a été libéré, nous avons fait ensemble pas moins de 24 000 km en France et tenu 120 réunions. Et le nombre de fois où Salah Hamouri a expliqué les conditions de détention des prisonniers palestiniens, les effroyables conditions de détention des prisonniers, beaucoup de mains se levaient en disant « mais ils sortaient de prison, hein. Mais c'est étonnant, il n'y a pas de haine dans vos propos. » Et Salah, qui avait 27 ans, il y a un peu plus maintenant, 2 ans de plus, il disait et répondait, écoutez ça, 27 ans, ça ne me serait pas venu moi. Il dit, mais la haine, c'est un sentiment. Ça monte ou ça descend. Moi, je ne suis pas dans le sentiment. Je suis sur des principes. Je veux que ma terre soit libre. Ça, c'est un principe. Ça, c'est fixe. Le sentiment, c'est mobile. Je ne suis pas sur le sentiment. C'est énorme. À 27 ans, de vous sortir des choses pareilles. C'est fort, et c'est vrai, et c'est juste. Ils ne sont pas dans la haine. Donc je dis, je suis un petit peu long sur ça, mais parce que c'est comme ça qu'on veut nous embobiner, que j'insiste un petit peu. Je rajoute une chose, et je termine sur l'antisémitisme,
c'est que existe donc la Ligue de défense juive, existe également une autre organisation qu'on appelle le Bétar, qui est de même substance, extrémiste, qui annonce pour dimanche au Trocadéro, sur son site, une manifestation à 11 h, tenez-vous bien, pour soutenir nos soldats et Benjamin Netanyahou. Ça, c'est pas un forté de conflit en France, ça. Clairement, nous ne soutenons pas personne, nous soutenons le peuple palestinien, nous. Nous ne soutenons pas A ou B, nous soutenons des principes. Pas de ça, un État, des principes. Pas des hommes politiques. Vous entendez parler de quelqu'un là? J'ai rien dit de personne. Nous sommes sur des principes. Et eux sont sur des politiques communautaires extrêmes. Et ça, c'est acceptable. Voilà, donc, j'en arrive à qu'est-ce qu'on peut faire avant, si vous voulez poser des questions, naturellement. Et puis écoutez, surtout Pierre, qui est pauvre sous les bombes là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est premièrement rétablir la vérité autour de nous, d'expliquer aussi simplement qu'il est possible, pour autant que j'ai été clair, en essayant d'apporter quelques arguments pour qu'on aille dans ce sens tous ensemble, pour dénoncer naturellement les choses, expliquer leur contexte, et aller tout de suite au fond des choses, à savoir l'appel à l'arrêt des bombardements, à la fin du blocus israélien de la bande de Gaza. Je redirai les mots d'ordre tout à l'heure de la manifestation de demain, de sorte de créer un mouvement et un rapport de force dans l'opinion publique pour faire bouger, parce qu'il faut bien une issue institutionnelle, comme on dit, ou politique en tout cas, pour les discréditer totalement, de sorte qu'ils bougent, ou de façon pour les faire bouger, les autorités françaises qui sont véritablement, gravement coupables et complices de ce qui se passe sur place. Vous savez, dans le monde entier aujourd'hui, des manifestations ont lieu. Il faut savoir, partout sur la planète, des manifestations ont lieu. À Chicago, à New York, dans les pays nordiques, en Australie, en Amérique latine. En Amérique latine, l'Assemblée nationale et le Parlement et le gouvernement ont décidé de rompre les relations économiques avec Israël. Chili. Chili. Partout dans le monde, ça se développe. Il y a donc quelque chose de très important. En France, à part ces incidents, il y a des manifestations dans les grandes villes qui se passent bien, qui permettent d'exprimer les choses sur le fond. Et dans ce cadre-là, demain, donc, aura lieu, à l'appel du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, qui compte une cinquantaine d'associations, je ne peux pas toutes les citer, mais le Parti communiste, les Verts, le Parti de gauche, Europe Écologie Les Verts, j'ai dit, pardon, le NPA, voilà, pardon, je ne vais pas tous les citer quand même, hein, je vais citer aussi la CGT, Solidaire, les Alternatifs, une voix juive pour la UJFP, une Union française juive pour la paix, une Union juive française pour la paix, excusez-moi, l'association France-Palestine Solidarité, etc., la Confédération paysanne, j'en oublie forcément parce que la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, excusez-moi, enfin voilà, toutes ces associations-là appellent donc à demain à manifester avec l'autorisation de la préfecture, après avoir accepté un changement d'itinéraire, demain soir à 18 h à Denfert-Rochereau, avec les mots d'ordre que je vous disais tout à l'heure, tu les as tout de suite, voilà. Bon, pour l'arrêt et l'agression israélienne en Cisjordanie, pour l'arrêt immédiat, pardon, des bombardements à Gaza, pour l'arrêt des agressions israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem, pour la levée du blocus illégal et criminel de Gaza, pour des sanctions immédiates contre Israël jusqu'au respect du droit international, pour le soutien au peuple palestinien et au gouvernement d'entente nationale que j'évoquais tout à l'heure, et on précise, la cause palestinienne n'a rien à voir avec l'extrême droite et n'accepte aucun soutien de sa part. Voire, si dessus, antisémitisme. Voilà. Donc c'est ça pour le moment.
Sans doute que le mois de juillet nous verra nécessairement à l'action une nouvelle fois pour cette cause, pour cette situation. Nous avons pour nous la justice, le droit, nous avons pour nous la justesse d'un combat, nous avons pour nous des traditions, notamment le Parti communiste, qui passe par l'Algérie, le Vietnam, Mandela. Nous ne les laissons pas en jachère, nous les reprenons. Ce flambeau-là, il est le nôtre. Ce qu'ont fait nos anciens nous perpétue. Nous sommes dans la solidarité, sans laquelle il ne peut pas y avoir d'issue à ce conflit qui dure depuis plus de 40 ans, voire plus. Il ne peut y avoir d'issue que dans l'union du peuple palestinien, c'est fait. Dans la mise en œuvre des résolutions internationales, c'est pas fait. Et dans la solidarité internationale des peuples, puisque défaillance de la diplomatie il y a, ou plutôt, plus exactement, lâcheté de la diplomatie officielle il y a, à cela doit se substituer, et c'est majeur, vous, nous, moi, la diplomatie populaire.